Merci encore, CM, pour cette interview. C'est un réel plaisir de vous avoir. Et Merci, merci à chaque vous. fois, merci à vous surtout. J'ai une question que je pose à toutes les dames que j'interviewe. Je leur pose la question de savoir quel est le mot qui leur caractérise. Alors, je vous dirai, CM, quel est le mot qui vous caractérise? La première question est très difficile et très délicate. Pourquoi c'est si difficile? Est-ce que trouver un seul mot qui me caractérise, ça va être difficile de trouver un seul mot parce que je pense que je suis une femme multiple. Je peux tantôt être Gaïa, Athéna, Artémis et même Amazon. Sinon, plus sérieusement, je dirais plutôt ce qu'on pense de moi. En tout cas, si on pose la question à des personnes qui me connaissent bien, je suis une femme créative, curieuse et aussi persévérante et généreuse. Voilà, donc ce n'est pas un seul mot. Persévérante et généreuse. Super. Alors, CM, on va parler de votre parcours académique et professionnel. Si vous D'accord. pouvez nous partager ce parcours, je me réserve le droit de dire quelque chose là-dessus parce que je sais que vous avez un parcours exceptionnel. Alors, si vous Merci. pouvez nous partager ce parcours. Merci, belle Loretta. Je ne sais pas s'il est exceptionnel, peut-être un peu atypique par rapport à mes origines et d'où je viens. Donc, je suis algérienne de naissance. Je suis née et j'ai grandi en Algérie, dans une belle ville de la région des Aurès. Donc, c'est les hauts plateaux. Donc, elle est à l'est du pays. Elle s'appelle Ain Beida. Donc, je viens de là-bas. J'ai choisi de faire des études. Bien entendu, j'ai grandi dans cette ville jusqu'au bac. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas jusqu'au baccalauréat. Et par la suite, j'ai choisi de faire des études de droit sous les conseils de mon feu père qui nous disait avec mes sœurs, choisissez une branche d'activité où le jour où vous souhaitez être votre propre patron, vous pouvez le faire. Donc, j'ai choisi de faire du droit. J'étais attirée par les matières littéraires et pourtant, j'ai eu un bac option sciences. Donc, j'ai obtenu mon master en droit des affaires à l'université de Constantine, toujours dans l'est du pays. Suite à ça, j'ai poursuivi mes études à la capitale, Alger, et c'était pour obtenir mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, entre-temps, donc pendant toute cette période, j'ai suivi aussi des cours d'anglais, des cours en informatique. À l'époque, ce n'est plus le cas comme aujourd'hui. On a des nouvelles technologies, le code et tout ça. Donc, c'était pour maîtriser l'utilisation de l'ordinateur. Et aussi, j'en ai profité pendant cette période pour valider mes compétences dans la langue française parce que j'ai suivi mes études, tout mon cursus, c'était en langue arabe. Donc, même si je parlais le français, ma mère était prof de français, en tout cas la langue française est parlée en Algérie, mais j'ai souhaité valider plutôt mes acquis et mes compétences dans la langue avec un diplôme approfondi de langue française qui était délivré par le ministère français de l'Éducation nationale en Algérie. Et donc, sur le parcours académique donc, il y a eu une période où j'ai travaillé, mais je vais vous parler de mon parcours vraiment académique. Par la suite, j'ai repris mes études à Paris, à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai obtenu pour l'obtention d'un master 2 en droit public des affaires. Et j'ai repris encore mes études, toujours à Paris, pour valider ma qualité d'avocate en France. Donc, je l'étais en Algérie, mais pas encore en France. Donc, j'ai suivi des cours au pré-barreau de Paris avant de passer l'examen de contrôle de connaissances en droit français des avocats étrangers. Où j'ai obtenu donc mon diplôme d'équivalence pour pouvoir exercer le métier d'avocat en France. Et enfin, j'ai suivi un parcours d'exécutif education à Sciences Po Paris. C'était pour acquérir des compétences, on va dire des compétences qui n'ont rien à voir avec le droit proprement dit. C'était plutôt
pour pouvoir avoir une vision prospective du monde de demain. Et d'ailleurs, c'était le sujet de ma thèse, imaginer le monde de demain en ce qui concerne le digital, le business, comment réinventer les relations sociales, le futur aussi du travail et aussi tout ce qui est digital. Donc, voilà par rapport à mon parcours académique. Merci pour ce parcours académique. Siem, je souhaiterais qu'on revienne parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous Oui. avez dit qu'à l'époque, papa vous avez dit choisissez des filières où vous allez être votre propre entrepreneur. Et vous, vous avez choisi d'être avocate. Pourquoi ce choix, Siem? Alors, pourquoi ce choix? Parce que depuis toute jeune, depuis toute petite, hein, je peux même dire depuis l'âge de 5-6 ans, on commence à avoir des souvenirs. Dans ma famille, on m'appelait le petit juge. J'ai toujours été celle qui défendait les gens, qui se mêlait un peu, qui n'aimait pas les injustices, qui aimait bien rétablir pas l'ordre au sens ordre, mais qu'il n'y ait pas d'injustice. Donc, dans la famille ou à l'école ou avec mes amis. Et donc, je crois que inconsciemment, j'ai toujours été attirée par ce métier. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les langues et l'histoire. Et le droit, c'était aussi une façon d'être dans un domaine plus littéraire. Et je me suis dit à l'époque, parce que je vous avoue, j'ai eu mon bac à 17 ans et mon père était commerçant, ma mère prof de français. Je n'ai pas eu de mentor ou de personnes qui peuvent me dire vas-y, fais ceci ou choisis, fais cela. Donc, c'était beaucoup à l'instinct. Et donc, le droit, c'était pour moi aussi un domaine qui pouvait déboucher sur pas mal d'opportunités professionnelles, que ce soit en politique ou en histoire ou dans le journalisme. Donc, je pense que c'était la raison pour laquelle j'ai choisi le droit. Êtes-vous satisfaite de Très, ce choix? tout à fait, très satisfaite. Autant, pour tout vous dire, je me souviens encore de ma première année de fac à l'université, mes premiers mois où je comprenais pas grand-chose, parce que le droit les études de droit sont très spécifiques. Il y a un langage qui est propre, il y a une pensée, une analyse juridique aussi qu'on apprend au cours des années d'études, qui sont différentes de ce qu'on peut faire dans d'autres métiers. Et donc, ça me faisait un peu peur au début, mais une fois que cette peur est passée et que j'ai pu la surmonter, et surtout, j'ai trouvé les spécialités qui m'attiraient depuis le début de mes études, à savoir le droit des affaires, parce que j'ai toujours été attirée par le business. Et donc, voilà, après, ça roulait tout seul. Je n'aimais pas trop le droit de la famille, le droit des successions, d'autant plus que je ne suis pas très forte en mathématiques, donc où il fallait faire des calculs. Donc, j'ai trouvé ma voie avec le droit des affaires. Avec le droit des affaires. Et juste après, parce que tout à l'heure, vous avez partagé ce parcours académique, et juste après ces études, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous avez décidé de créer votre structure. Comment c'est arrivé? Vous avez d'abord travaillé dans quelle structure avant de prendre cette décision? C'est sûr, c'est certain, à mon époque, en tout cas, peut-être un peu plus aujourd'hui, on voit des profils de personnes, surtout ceux qui sortent de l'école de commerce, ceux et celles qui sortent de l'école de commerce, qui arrivent à se lancer assez rapidement dans l'entrepreneuriat. À mon époque, ce n'était pas envisageable dès le début, même si j'ai exercé en cabinet d'avocat. Donc, j'ai commencé à exercer en cabinet d'avocat dans un premier temps pendant mon stage, quand j'ai passé le diplôme, et par la suite en tant que collaboratrice. Donc, j'ai exercé ce métier dans un cabinet d'affaires. Par la suite, donc, je l'ai exercé pendant 7 ans à peu près. Et par la suite, j'ai décidé de me rejoindre plutôt dans le monde de l'entreprise, où j'ai exercé différents métiers de juriste, de responsable juridique, et enfin, j'ai été directrice juridique et fiscale d'Auchan Retail France. Donc,
J'ai connu, on va dire, le métier d'avocat en cabinet et j'ai découvert le métier de juriste en entreprise. D'accord. Ce sont deux choses assez différentes, on va dire, dans la pratique au quotidien. Et donc, vous avez travaillé en cabinet et aujourd'hui en entreprise. Quelle est l'expérience? Qu'est-ce que vous notez de ces deux expériences en travaillant en cabinet et travailler également en entreprise? Je pense que pendant, je vous parle de ces deux expériences en cabinet et en entreprise, ça a pris 20 ans de ma vie, on va dire 18 ans de ma vie. Donc, forcément, on développe son expertise, ses compétences dans d'autres domaines, pas que le droit, parce que même si le droit est une matière vivante qui évolue, qui change pour s'adapter aux sociétés, aux nouvelles pratiques, ces deux expériences m'ont permis au fait de faire des rencontres, d'explorer le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, d'être en étroite collaboration dans mon quotidien avec d'autres métiers, que ce soit des fonctions support, la DRH, la direction financière, la direction de la communication, la direction de l'informatique. J'ai eu la chance même de connaître chez Auchan la direction de l'organisation. Donc, il y avait une direction qui s'occupait que des projets et qui organisait les projets. Donc, le contact et aussi les opérationnels, donc les commerciaux qui font le business au quotidien des entreprises en question. Et donc, ça a été très riche. Comme je vous ai dit au début, je suis quelqu'un de curieux. Donc, forcément, je m'intéresse beaucoup aux gens et aussi à ce qu'ils font. Et je suis un peu comme une éponge. Quand les sujets m'intéressent, j'essaye d'apprendre, en tout cas d'absorber tout ce que je peux absorber et tout ce que je peux transposer aussi dans mon métier. Donc, je fais la connexion entre des métiers qui n'ont rien à voir avec le droit et aussi la matière juridique, et donc d'imaginer des concepts un peu différents. Et c'est ça, d'ailleurs, donc ces 18 ans d'expérience qui m'ont poussé, in fine, en 2019, à me lancer dans l'entrepreneuriat avec la création de Juridi Legal Design. Et dans le but de ma démarche, et par rapport à ce que j'ai vu en entreprise, on peut développer après, si vous voulez, Loretta, c'est le but, c'est de rendre le droit accessible et surtout compréhensible par les usagers, les citoyens, qui parfois et même souvent ne font pas agir leurs droits par méconnaissance et incompréhension des textes. Qui peuvent paraître complexes, et des procédures aussi qui peuvent paraître très complexes pour des profanes ou pour des non-juristes. D'accord. Et pour ce challenge-là, comment vous comptez le faire quand vous dites permettre à tous de comprendre un peu le droit, d'être au parfum, de ne pas oublier leurs droits? Cette sensibilisation passe par quoi? Est-ce que vous avez des canaux que vous utilisez? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des conférences? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour être beaucoup plus proche des personnes qui aimeraient vous suivre dans cette démarche? Au fait, c'est la méthode du legal design. On applique la méthode du design thinking à la matière juridique. C'est-à-dire, on va à la source ou la cause du problème, qui est la complexité de la matière juridique, dans son jargon, dans la façon dont on l'écrit, et aussi la complexité des procédures et des process juridiques. Et donc, l'innovation du legal design, c'est qu'on applique la méthode du design thinking, que tout le monde, à peu près, on comprend, on sait de quoi on parle. C'est l'empathie, on s'intéresse à l'utilisateur, donc le citoyen ou l'usager du droit, on se met dans sa peau, à sa place, pour essayer de lui expliquer ses droits, ses obligations, de la façon la plus simple possible, que ce soit dans le langage, mais aussi dans la façon dont on lui présente l'information, de façon visuelle. Et donc, c'est ça, c'est ce que fait Juridi aujourd'hui. Donc,
je ne travaille pas directement avec les non-juristes, en tout cas les citoyens ou les usagers ou les dirigeants d'entreprise aussi. Ils ont besoin de beaucoup de matières juridiques pour se développer, mais aussi pour sécuriser leur business. Et donc, moi, je travaille avec des avocats, des directions juridiques d'entreprise et aussi avec des dirigeants et des organisations publiques, où je les aide à transformer, on va dire, leur contenu de façon à ce que le contenu soit compréhensible par le plus grand nombre, ou du moins par l'utilisateur de la matière. Et ça ne se limite pas qu'à ça. J'agis aussi, en tout cas, c'est un combat que je mène aujourd'hui dans le milieu des professionnels du droit, c'est de par mon expérience, de me dire que le juriste ne peut plus être que juriste. Il dit le droit, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Il faut que les juristes, de façon globale, développent d'autres compétences pour leur permettre d'être plus proches de leurs clients, d'être plus compréhensibles. Et aussi, ça leur permet demain, avec la digitalisation, et l'automatisation, parce qu'on a des textes de loi qui arrivent de partout, il y a la matière qui est complexe, il y a beaucoup de nouveaux textes qui sortent pour réglementer de nouvelles activités et une nouvelle organisation de la société. Je pense notamment à tout ce qui est données personnelles, compliance, lutte contre la corruption. Donc, tous ces domaines-là qui se mettent en place comme un millefeuille ne permettent plus aux juristes, parce qu'il n'a pas le temps aussi, de tout décortiquer. Et à côté de ça, il y a toute la vague de digitalisation avec les legal tech qui existent sur le marché. Et donc, il y a plein de sujets qui vont plus être l'affaire des juristes parce qu'ils vont être automatisés les prochaines années. Et donc, le juriste, il va se concentrer sur son cœur de métier, sur son expertise et savoir comment il peut être le plus proche possible de son client, qu'il soit dirigeant d'entreprise ou qu'il soit un citoyen profane ou peu importe, pour expliquer et surtout rendre le droit compréhensible. J'imagine que c'est un très grand travail qu'il faudrait faire et puis c'est un travail aussi à faire au niveau des différentes associations, des associations des avocats. J'aimerais revenir sur votre parcours parce que quand j'ai regardé, vous avez travaillé à Auchan, vous avez travaillé aussi chez Bolloré. Alors, si vous pouvez me partager ces deux expériences, comment ça s'est passé chez Bolloré, comment ça s'est passé chez Auchan? Alors, chez Bolloré, c'était ma première expérience en France. Donc, après mes études, comme je vous ai dit, j'avais repris mes études en France. Donc, j'ai validé mes acquis. Donc, j'avais fait juste le master en droit public des affaires. Et donc, j'ai été recrutée pour un poste de juriste au niveau de la holding, Bolloré Holding. Donc, c'est la holding dans laquelle on va retrouver Bolloré Africa Logistics et aussi toutes les autres filiales, notamment celles qui n'avaient pas forcément de direction juridique. C'était une très, très belle expérience parce que j'ai fait ma première expérience en France. Donc, forcément, j'avais des appréhensions. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais plein de peurs à l'époque. Et aussi parce que j'ai fait de belles rencontres. J'ai travaillé avec le directeur juridique, d'ailleurs, il est toujours le directeur juridique de la holding, Claude Parisot, que je cite. C'était une très belle personne. D'ailleurs, il fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours professionnel et que j'appelle mes faits. Ces personnes qui nous inspirent, qui croient en nous, qui nous font confiance, qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes et il en fait partie. Et le travail était intéressant aussi parce que, comme vous le savez, c'est une grande entreprise à dimension internationale, donc les sujets étaient variés, étaient intéressants, et dans mon cœur de métier, en tout cas ce que j'aimais faire, c'est-à-dire le droit des contrats, le droit des sociétés.
Donc, voilà, c'était intéressant. Et aussi, c'était une expérience qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de reprendre confiance en moi dans ce premier job en France, moi qui suis arrivée d'Algérie. Donc voilà, c'est pas évident en fait dans un parcours quand on décide de changer de pays, de reprendre des études dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, euh, et aussi de découvrir une culture, une façon de faire, de travailler, qui n'était pas forcément que celle que j'ai connue avant. Donc, même s'il y a des similitudes, forcément, il y a beaucoup de choses qui changent, et aussi me faire intégrer en tant qu'étrangère. Justement, c'est la question que j'allais aussi poser, Dites-moi, Siem. Est-ce que dites-moi. durant ce parcours, que ce soit académique ou professionnel, vous avez connu les difficultés et comment avez-vous fait pour les surmonter? Parce que quand je vous entends parler, ça fait partie certainement des difficultés que vous avez connues lors de votre parcours professionnel. Je pense que toute personne on rencontre tous et toutes des difficultés dans son parcours professionnel. Si on n'en rencontre pas, c'est pas normal, j'ai envie de dire. Surtout quand on a une vision, ou en tout cas quand on aspire à une certaine évolution, ou quand on se voit ou on se projette euh, quelque part dans sa trajectoire professionnelle, et quand on veut réussir, on rencontre des difficultés. Beaucoup plus, je pense, pour les femmes, et encore plus quand on s'établit dans une nouvelle culture, en tout cas quand on change de pays. Donc, les principales difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel, je pense, les premières, on va dire, elles pouvaient provenir de mes pensées à moi, des pensées limitantes, et aussi parfois des erreurs de perception. Je vais les développer après un peu. La deuxième, on va dire le deuxième aspect des difficultés, c'est quand on est confronté à la réalité, au contexte, euh, et voir quelle est notre capacité à persévérer, euh, comme je l'ai dit, surtout en tant que femme. Et la troisième difficulté, que je peux citer, je l'ai rencontrée plus tard, celle-ci, on vient de l'évoquer un peu, à savoir quand je suis arrivée en France, nouvelle culture, nouvel environnement, faire face à certains préjugés. Enfin bref, il faut toujours persévérer, essayer de se dépasser et surtout se débarrasser de la première difficulté qui est celle des pensées limitantes. Euh, comment on peut surmonter ça? Déjà, je pense que il faut prendre conscience que parfois, avec nos pensées, on se crée une réalité au fait, et on peut se limiter dans les possibilités de tout ce qu'on peut faire, alors que si on arrive à visualiser ses objectifs, faire de ses rêves finalement des objectifs, et à partir de ces objectifs, essayer de les transformer en réalité, parce que quand on transforme ses rêves en objectifs, en face, on peut mettre des actions concrètes de ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Euh, et je pense que le fait de visualiser cela, ça nous permet de nous débarrasser de nos peurs et de nos doutes aussi, parce que on doute tous et toutes. Euh, et se mettre dans un état d'esprit finalement qui va favoriser l'émergence d'idées, ça va favoriser aussi le fait qu'on va trouver des solutions, on va surmonter les obstacles, et ça nous permet aussi de croire en nous. Donc voilà, je vous ai parlé du contexte aussi, de la réalité extérieure cette fois-ci, parce que les pensées, elles sont à l'intérieur de nous.
Alors que la réalité, c'est l'extérieur, c'est le monde extérieur. C'est de se dire comment je vais faire pour réussir, comment je vais faire pour surmonter mes peurs, comment je vais faire pour mettre toutes les chances de mon côté, euh, comment je vais réussir la mission du poste que j'occupe et tout ça. Et je pense que pour faire face à tout cet aspect extérieur, euh, et la réponse, elle est dans le savoir. Dans le savoir au sens, comment dirais-je, au sens où il faut avoir toujours les connaissances, des connaissances, être curieux, se former, se renseigner, maîtriser le contexte euh, pour réussir à réaliser ces objectifs. Je pense que ça passe par la formation. Quand je dis formation, pas forcément aller à l'université ou suivre des cursus, je ne sais où. Surtout aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, que ce soit pour se former, s'informer, s'auto-former, c'est juste incroyable. On a des outils, écouter des interviews comme toutes celles que vous faites, de femmes inspirantes qui peuvent donner le déclic. Développer aussi ses soft skills, s'intéresser à d'autres domaines que celui qu'on maîtrise déjà, s'ouvrir au monde finalement, s'ouvrir au monde, développer aussi son réseau, être capable de s'adapter, être agile, ne pas avoir trop de dogmes ou pas trop de dogmes pour pouvoir finalement, même si on passe par un échec, en faire une expérience pour mieux rebondir ou apprendre des choses qui nous permettent d'éviter les mêmes erreurs. Et je vous ai parlé aussi. J'avais noté, donc il y avait les pensées limitantes, il y avait la perception, le contexte qui fait allusion au monde extérieur et la capacité à persévérer, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pardon, ben, Loretta, j'ai pas entendu. Donc, je disais, j'avais noté les perceptions limitantes, les pensées limitantes plutôt, les perceptions, le contexte qui fait allusion au monde extérieur et la capacité à persévérer. Tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, parce qu'il faut avoir de la force pour ne pas baisser les bras. Et surtout par rapport à la troisième, on va dire, aspect des obstacles, j'ai rencontré plus tard, c'est-à-dire j'étais, on va dire, une femme normalement accomplie, j'avais plus de 25 ans. C'est vrai, c'était une claque pour moi, l'arrivée en France, les études à la Sorbonne. Euh, la découverte pas la découverte complètement d'une nouvelle culture. Je n'arrive pas non plus d'une île, d'une île déserte, mais c'est un apprentissage aussi, un apprentissage pour, comment dire, pour s'intégrer, pour s'intéresser aux autres, s'intéresser à leur culture, s'intéresser à l'environnement. Donc, ça rejoint l'obstacle de ce qu'il y a à l'extérieur et aussi faire face à certains préjugés. Voilà, les êtres humains ne sont pas tous des anges, donc forcément, on rencontre beaucoup de gens bienveillants, beaucoup de personnes bienveillantes, mais il arrive aussi qu'on croise des personnes moins bienveillantes et il faut savoir aussi s'assumer, s'intégrer, apprendre la culture de l'autre, apprendre son environnement pour faire son chemin, mais aussi, ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'où on vient. Ça, c'est important. Tout ce qui est valeurs, toutes les valeurs qui font de nous ce que nous sommes, y être attaché sans en faire des dogmes, y être attaché et ne jamais oublier d'où on vient, par quoi on est passé. C'est parce que c'est ça aussi qui va nous aider dans le chemin professionnel ou privé aussi, personnel, d'être plus attentif aux autres, de pourquoi pas aider les personnes
à cheminer, à les guider, en tout cas leur partager le maximum d'expérience pour les aider à cheminer dans leur parcours. Très profond hein, ce que vous dites. Et, je suis en train de noter beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Alors, Siem, on va parler d'autres choses à présent. Vous avez prononcé le mot obstacle, c'est revenu à plusieurs reprises. On va parler de la promotion des femmes dans les entreprises. Vous, quelle est votre perception? Parce qu'il y a des mots qu'on utilise actuellement, le plafond de verre, la falaise de verre. Voilà, quand on décrit un peu les obstacles auxquels sont confrontées les femmes dans le monde professionnel. Pour vous, que faut-il faire? Surtout pour vous qui êtes avocate et vous avez dit tout à l'heure, depuis toute petite, vous défendez les autres. Alors, qu'est-ce que ça vous fait et quelles seraient les politiques ou les stratégies que les entreprises peuvent mettre en place pour aider les femmes à gravir les échelons, à occuper les postes à responsabilité? Humblement, hein, je vais donner mon avis humblement sur la question. Je ne prétends pas, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. En tout cas, je donne mon avis personnel sur la question. Je pense déjà dans un premier temps, avant de parler pouvoir politique ou mettre en place une loi, ou d'ailleurs il en existe pour l'égalité hommes-femmes, je pense que tout vient du changement de mentalité, au fait. L'intégration, notamment l'intégration des femmes à la tête des entreprises, hein, c'est de ça dont on parle, hein, c'est surtout ça, c'est accéder à des fonctions de cadre dirigeant, de management, qui leur permettent de développer tout leur potentiel, notamment en leadership. Pour moi, la première clé, elle passe par le changement de mentalité afin qu'on puisse, on va dire, plus ou moins atteindre cette parité au plus haut niveau hiérarchique. Et ce changement de mentalité, il ne peut pas se faire, j'ai envie de dire, par la promulgation d'une loi, comme ça a été fait il y a quelques années, par rapport à la présence des femmes dans les conseils d'administration. Il fallait qu'il y ait une parité 50-50. Parce que je pense que si les entreprises se sentent soumises à une obligation de féminiser leur effectif et de façon plus spécifique à rentrer plus de femmes dans le top management, les choses ne vont pas se faire naturellement parce que ça sera pas comment dirais-je, une démarche qui est faite tout en étant convaincu que c'est nécessaire. Donc, pour moi, le changement de mentalité, que ce soit au niveau de la société de façon globale et des entreprises plus particulièrement, dans on va dire la vision de l'entreprise, dans sa stratégie, dans sa raison d'être. En fait, c'est comme quand on parle tout ce qui est politique, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On va parler du greenwashing, des entreprises qui font semblant qu'on fait des efforts pour préserver la planète et pour le développement durable. Mais ça ne marche plus aujourd'hui. Les entreprises qui ne mettent pas en place des actions concrètes parce qu'elles en sont convaincues et qu'elles ne font pas rentrer cela dans leur ADN, et c'est le cas pour les femmes, pour promouvoir, pour faire la promotion des femmes en entreprise. Les entreprises innovantes aujourd'hui, elles en font une partie intégrante de leur ADN, de leur vision, de leur stratégie, de leur raison d'être. Pourquoi? Parce que ça vient des dirigeants. Et il faut que le dirigeant soit convaincu, ou les dirigeants ou les dirigeantes en soient convaincus. Parce qu'il ne faut pas oublier, parfois, on trouve dans des entreprises une femme à la tête de l'entreprise, mais qui ne fait rien pour la promotion des femmes. Donc, ce qu'on reproche même, hein. Je pense qu'il y a ce qu'on reproche aux femmes, effectivement, c'est quand elles arrivent à la tête des entreprises,
voilà, c'est rare qu'elle tire les autres vers le haut. Et des fois, ça bloque, c'est elle qui bloque même le processus de la montée d'autres femmes à des postes clés de l'entreprise. Effectivement, ce que vous dites, Tout à oui, ça fait. a du sens. Ah oui, oui, je l'ai vécu, hein. Je parle aussi un peu de mon vécu, hein. Voilà. C'est vrai que ça peut, heureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là, mais malheureusement, ça peut arriver. Et donc, pour y revenir à ce qu'on se disait, pour moi, c'est vraiment euh, une question de conviction personnelle des dirigeants pour intégrer la promotion des femmes, comme on intégrait le RSE ou d'autres aspects dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce que sinon, ça serait trop facile de jeter tout le fardeau sur les dirigeants et sur les entreprises. Je pense que les femmes aussi ont un vrai travail à faire. Les femmes dirigeantes, c'est ce qu'on disait à l'instant, elles peuvent contribuer efficacement à promouvoir et à améliorer l'égalité professionnelle, hein. Ça peut passer par des initiatives, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de leur fonction, comme vos initiatives, Belle Loretta, ce que vous faites, c'est génial. Merci. Euh, c'est, Ça met en valeur les femmes dirigeantes, ça aide les femmes qui sont en cours de chemin et qui se posent des questions à avoir une sorte de retour d'expérience, pourquoi pas des mentors, pourquoi pas des guides, en tout cas des personnes qui peuvent les conseiller. Sinon, les entreprises, il y a tellement de façons de promouvoir, on va dire, la femme dans l'entreprise. Ça peut passer par prendre la décision de féminiser les instances dirigeantes et surtout, avant tout, ce que je trouve essentiel, parce qu'on parle souvent de discrimination positive. Moi, déjà, le mot discrimination, je ne l'aime pas trop. Alors là, discrimination positive, Justement, parce que quand vous parlez de discrimination positive, ça fait penser à cette question que je pose souvent sur les quotas. Est-ce que vous êtes partante pour les quotas dans les entreprises? Parce que effectivement, quand on parle de quotas, on dit mais c'est de la discrimination positive. Quel est votre regard par rapport à cela? oui et non. Je m'explique. C'est pas que je veux fuir la question, ce n'est pas mon style, mais je vais m'expliquer. Au fait, je pense qu'il ne faut pas juste mettre les quotas et on se dit on élimine des barrières qui sont très formelles avec cette idée de quotas pour que l'égalité des chances, en tout cas l'égalité homme-femme, soit authentique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rien ne peut être authentique si c'est juste fait pour répondre à des exigences ou des normes légales ou sociétales ou pour se faire bien voir de l'extérieur. Donc, ça veut dire non pour les quotas. Si on utilisait juste cette notion de quota, juste pour atteindre le résultat. Mais il ne faut pas se baser juste sur cette idée de promouvoir la parité par les quotas. Uniquement, toute seule ne marche pas. À côté de ça, je pense il faut toucher d'autres sphères, j'ai envie de dire. Parce que parler uniquement de quotas sans rajouter à cela d'autres facteurs, on ne va pas réussir. On va revenir toujours à la même problématique, c'est-à-dire on fait semblant, on va essayer de faire en sorte que, mais rien ne se passe à la fin. Comment dire, toutes ces catégories, on va dire, de discrimination positive, pardon, ce n'est qu'un moyen pour moi. C'est un moyen pour qu'on arrive à quelque chose. Mais à côté du moyen, il faut mettre aussi des actions concrètes. En tout cas, ou demander aux entreprises, par notamment l'influence des pouvoirs publics, de mettre en place des actions concrètes. Ajoute à ça, choisir des dirigeants
ou des leaders qui sont sensibles à la question et qui prennent des initiatives et qui en font un engagement personnel dans le cadre de leur entreprise, ça permet de faire bouger les choses. Et aussi, on a parlé des femmes dirigeantes, le fait que des femmes dirigeantes prennent aussi des initiatives pour aider les autres femmes à évoluer, à se former, à casser le plafond de verre, comme on dit dans le jargon des ressources humaines. Tout ça peut contribuer au fait à l'efficacité on va dire de ce moyen qui est le quota. Très bien, on va parler à présent de leadership. Siem, est-ce que vous vous considérez comme un leader? J'espère. Et comment définissez-vous le leadership? Pour vous, qu'est-ce qu'un leader? Quels sont les attributs d'un bon leader? Comment on le reconnaît pour vous? Je pense qu'un leader, d'ailleurs, on peut être leader et manager à la fois. Oui. On peut être les deux, on peut même être autre chose. Pour moi, ce qui définit un leader, c'est la vision. La vision. C'est la remise en question. C'est la prise de risque aussi. C'est avoir aussi de l'instinct et ne pas forcément suivre, on va dire, les process et les méthodologies qu'on a appris à l'école. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre, qui nous inspire, qui peut nous inspirer. Et pour moi, un leader, que ce soit pour une femme ou un homme, c'est une personne, si elle est aussi manager, c'est-à-dire elle a une équipe, c'est quelqu'un qui va conseiller, qui va faire évoluer son équipe, qui va les tirer vers le haut, qui va les protéger. Donc, on n'est pas dans la notion de direction, diriger des employés ou des entités avec des méthodologies. C'est vraiment, on est dans une notion de, comment dire, de conseiller, d'accompagner, de faire grandir, aussi d'aider au changement. On est dans une période où tout change, surtout depuis la crise de la COVID-19 qui fait accélérer un certain nombre de mécanismes et de choses qui étaient déjà en place, mais un peu latents. Donc voilà, pour moi, un leader, c'est vraiment une personne qui a des idées, qui encourage le changement, qui prend des risques, qui sait aussi bien s'entourer. Qui ne tire pas toujours les belles choses rien que pour elle, quelqu'un qui sait reconnaître les talents, qui sait bien s'entourer. C'est une personne aussi qui a ce savoir limite inné de tisser de bonnes relations, de faire grandir son réseau. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. J'ai noté beaucoup de choses, Siem. J'ai noté que le leader se remet aussi en cause. Donc, il y a la remise en cause. Il a un instinct, donc il est vraiment. Il donne envie d'écouter. On l'écoute souvent. Et c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui accompagne. C'est quelqu'un qui fait grandir aussi. Il a des idées. Il sait s'entourer. Il encourage aussi le changement. Et vous avez parlé, vous avez fait allusion, quand vous avez parlé du changement, vous avez fait allusion à la crise actuelle. Alors, on va parler de la crise. Comment vous l'avez vécue? Est-ce que dans votre équipe, c'est vrai que je n'ai pas demandé combien de collaborateurs vous avez. Si vous avez des collaborateurs, est-ce que vous avez aussi utilisé le télétravail comme il a été demandé pendant la crise? Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai quitté mon ancien poste de directrice juridique en octobre 2019. J'ai lancé ma société en janvier 2020 et la crise est arrivée 2 mois plus tard. J'imagine comment ça se Donc, passe. limite, j'étais soulagée parce que quand j'ai échangé avec mes clients pendant la crise de la COVID-19
Et mes clients qui sont pour la plupart des directions juridiques, donc qui occupent des postes que j'occupais moi-même avant. Donc, j'arrivais à les comprendre et je voyais leur détresse pendant cette période-là. Donc, pour répondre à votre question par rapport au nombre de salariés, aujourd'hui, j'en ai qu'un seul, mais je suis déjà dans le monde de demain. Moi, j'ai une vision du salariat et du travail qui est un peu perchée et différente de ce qu'on peut penser aujourd'hui. J'ai des partenaires, je travaille ils travaillent exclusivement avec moi. Et depuis le début, au fait, de mon activité, j'ai essayé d'instaurer les mêmes principes que j'ai commencé à instaurer dans mon ancien poste chez Auchan, c'est-à-dire faire confiance à ses collaborateurs quand on sait qu'ils ont les compétences et l'expertise nécessaires pour ne pas être derrière leur dos pour les surveiller H24, ça sert absolument à rien du tout. Quand on est passionné par son métier et on sait ce qu'on doit faire, les choses fonctionnent très bien. Et donc, par rapport à cette crise-là, comment on s'est organisé, on était déjà quasiment tous en télétravail. On se rencontrait une fois par semaine, faisait des réunions pour savoir où on en était, ce qu'il y avait à faire et tout ça. Et on se parlait déjà beaucoup en visio, partage d'écran, de façon collaborative. On partage aussi des documents où on travaille tous ensemble sur les mêmes documents. On travaille tout le temps en mode projet avec mon équipe, tout le temps. On travaille en mode projet, c'est-à-dire chaque personne sait ce qu'elle doit faire et on fonctionne en mode projet. On fait des points réguliers, on se rencontre parce qu'il faut se rencontrer, c'est très important. Et je donne du sens, la raison d'être. Tout le monde connaît la vision. Ça, c'est hyper important aussi pour les équipes. Connaître la vision, savoir où on va, quelle est la stratégie, comment on va faire pour y aller, donner du sens et surtout faire confiance aux personnes qui le méritent, j'ai envie de dire. Mais quand il y a cette notion de confiance, je parle des deux sens, hein, entre employeur et employé, je pense que comment dirais-je, le résultat est là et la performance surtout des collaborateurs est là et ne fait que grandir parce qu'ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur vie privée et ça a une influence considérable sur la vie professionnelle. Sur la vie professionnelle. Justement, puisque vous parlez des conséquences ou de l'impact sur la vie professionnelle, on va parler effectivement de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Céline, est-ce que pour vous, l'absence de conciliation vie privée, vie professionnelle peut avoir des répercussions sur la performance des entreprises pour vous? Je pense que ça… Oui, tout à fait. Ma réponse est positive. Ne pas avoir d'équilibre entre vie, en tout cas, ne pas concilier vie privée et vie professionnelle, c'est certain que ça a des répercussions sur la performance de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette absence de conciliation, elle a une répercussion sur le bien-être de l'individu. Et si l'individu n'est pas bien, il n'est pas bon dans ce qu'il fait. Et par conséquent, ça impacte directement la performance de l'entreprise. Je pense que pour donner le meilleur de soi au travail, il est essentiel d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Pour moi, aujourd'hui, la question ne doit même pas se poser, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, avec la crise du Covid, tout le monde était en télétravail. Il y a aussi cette barrière, ou en tout cas cette frontière entre vie privée et vie professionnelle qui a commencé déjà quasiment à disparaître ces 10 dernières années et qui s'est accélérée avec la crise que nous venons et qu'on connaît encore, hein, toujours. On a plein de gens qui se sont retrouvés chez eux à travailler, à gérer les enfants, à gérer la maison, et tout ça en travaillant. Et le fait de savoir concilier les deux, forcément, ça permet d'être plus performant au niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs,
il y a des entreprises qui le font très bien. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est de prendre et mettre en place des mesures qui permettent cela. Super. On est dans 7 minutes, ça fera exactement 1 heure. Ça passe vite. Je suis prolixe. Tellement vite qu'on oublie le temps, on est dans les échanges, c'est tellement passionnant, on apprend beaucoup. Voilà, Siem, on est pratiquement à la fin. 2 dernières questions. C'est sur le leadership féminin. Est-ce que vous y croyez, vous, Siem? Moi, je pense qu'il y a le leadership. On vient d'en parler un tout petit peu. Est-ce qu'il en existe au féminin? Il peut exister au féminin. Et après, il faut se dire, qu'est-ce qui va différencier le leadership du leadership au féminin? Je pense que c'est ce que peuvent apporter les femmes en plus au leadership classique. Donc, réinventer le leadership et le rendre féminin, parce que je pense beaucoup que les capacités des femmes, les femmes ont des capacités insoupçonnées par leur côté, on va dire, émotif, mais pas que. Une femme, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une sœur, c'est une amie, c'est une tante, et surtout, c'est une mère. Et je pense que cet aspect-là de la femme, comme je vous l'ai dit au début, je suis multiple, donne beaucoup plus de sensibilité aux femmes, peut-être que je me trompe, qui leur permettent de développer un leadership au féminin. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous, avec tout ce que votre chaîne, votre magazine, c'est de promouvoir le leadership au féminin. Il en existe. Ouais, j'aimerais bien qu'un jour, on ait une définition ou en tout cas quelque chose de concret de ce qui est le leadership au féminin. Je l'espère aussi. Alors, s'il y a une dernière question, s'il y a des pensées, j'ai mes filles qui sont venues parce que... C'est excellent. Une dernière question, s'il y a des conseils à prodiguer pour la réussite en milieu professionnel, quels seraient ces conseils, Siem? Alors, mes conseils pour la réussite des jeunes femmes dans leur milieu professionnel, je pense que humblement, la première des choses, c'est qu'il faut qu'elles croient en elles. Croire en soi, dans ses rêves, et faire en sorte que ses rêves se réalisent. Parce que c'est faisable, au fait. Rien n'est impossible. Avec de la persévérance, avec le savoir et avec la détermination, toutes les femmes peuvent réussir et arriver. Donc, croire en elles, je leur conseille aussi d'apprendre l'apprentissage, le savoir. J'en ai parlé au début. On apprend tout au long de sa vie. Moi, j'apprends tous les jours. Depuis 2 ans que j'ai quitté mes fonctions de directrice juridique, je ne fais que ça, que apprendre d'autres métiers, de mes collaborateurs. Je m'informe, je me forme, je m'auto-forme. Voilà, ça, c'est hyper important, la formation. Je leur conseille aussi de développer leur réseau, ne pas avoir peur d'être rejeté ou d'être ignoré, oser aller vers les autres. Ça, c'est important. Et un dernier conseil, quand elles réussissent, qu'elles n'oublient pas d'où elles viennent. Ça, c'est important. J'ai noté plusieurs choses, j'active mon micro. Donc, croire en soi, en ses rêves, rien n'est impossible avec la persévérance, le savoir également. Apprendre tous les jours, développer son réseau, ne pas avoir peur et surtout quand on réussit, ne pas oublier d'où on vient. Tout à fait. Merci beaucoup, Siem. C'était un réel plaisir. Loretta, c'était un plaisir. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci encore pour Moi non plus. interview. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.
À très bientôt aussi. Bye On va bye. juste dire Au un revoir, Loretta. merci. Donc, à toutes celles et ceux qui sont connectés, n'oubliez pas les interviews, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h heure de Paris. Donc, soyez toujours connectés. Merci encore et surtout prenez soin de vous.